Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises habitudes, puisqu'une habitude, elle est forcément bonne pour ton cerveau dans sa manière de la construire. Attention, pépite. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Rémi qui va nous parler de routine, de minimalisme, de comment finalement les deux sont liés pour nous permettre de vivre une vie qui a plus de sens, une vie plus simple, plus agréable et qui peut-être nous ressemble un peu plus. Dans cet épisode, pas de culpabilité, au contraire, Rémi nous partage dans la bonne humeur tous ses conseils de par sa connaissance aussi du fonctionnement merveilleux de notre cerveau pour vivre au mieux nos habitudes, surtout dans le début d'année, on a tendance à avoir plein de bonnes résolutions. Je vous souhaite une très bonne écoute et avant de vous plonger dans cet épisode, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le noter et de le partager aux personnes proches qui peuvent être intéressées. Merci pour votre écoute, c'est grâce à vous que ce podcast existe. Alors merci d'être là. Ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Rémi, que vous avez déjà rencontré sur le podcast du Strala Yoga avec Gwen. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, est-ce que Rémi, tu peux rapidement te présenter? Carrément, salut Isa. Salut. Eh ben, je suis prof de yoga, prof de Strala Yoga et je suis aussi coach en nutrition. Je fais aussi pas mal de vulgarisation sur des sujets de santé et je crée pas mal de contenu. J'aime beaucoup écrire, donc newsletter, articles, j'aime beaucoup, au lieu d'embêter les gens en direct, leur mettre le contenu quelque part où ils peuvent le retrouver quand ils ont le temps que je les embête. Et puis, ben, d'une manière générale, on va dire que ma passion, c'est de comprendre les choses, comment les choses fonctionnent, et de faire des tests de terrain, quoi. J'adore tester sur moi-même. Donc, ça me lance dans tout un tas d'expériences, certaines assez drôles, ou du moins, j'ai quelques anecdotes. Et puis, ben, globalement, j'ai une passion pour le mouvement. On en a parlé dans le podcast sur le Strala Yoga. Aujourd'hui, je suis prof de Strala, mais avant, j'ai fait un petit peu de gym chez moi, du crossfit, de la course, des sports co. J'aime beaucoup bouger, quoi. Ouais. Et moi, je me souviens très bien de aussi ta passion pour parler de routine, de minimalisme. Et on avait fait un concours tous les deux, c'était pour mes 5000 abonnés sur Instagram, je me souviens, où j'avais fait offrir en cadeau un webinaire que tu organisais. Et c'était vraiment super intéressant. On y avait participé avec mon conjoint et ça avait été... j'ai encore des notes et encore... voilà, on a gardé ça. Il s'en souvient aussi très bien. Donc c'est vrai que tu as aussi cette passion pour ce sujet-là et surtout tu arrives à transmettre cette passion. Et justement, ma question c'est d'où est-ce que ça devient cette passion pour les routines, peut-être aussi le minimalisme, si bien sûr c'est une passion pour toi. Ouais, c'est une passion. Bah, en fait, je pense que c'est au début de ma vingtaine. euh, j'ai shifté, il s'est passé quelque chose. Je pense que j'ai débranché un peu le mode pilote auto. Je suis vraiment rentré en pilote manuel et j'ai commencé à réécrire un peu mes comportements en questionnant un peu les choses. Pourquoi je fais ça? Est-ce que j'aimerais pas plutôt faire ça à la place, etc. Ma façon de démarrer la journée. Et puis, ben, en ayant quelques objectifs sportifs à l'époque, mais aussi par exemple de lecture. C'était l'époque où j'étais libraire, donc j'adorais aussi emmagasiner pas mal d'infos. Ben, j'ai pris énormément de plaisir à explorer la discipline. La discipline, c'est un mot qu'il faut dire quand on est sûr que ça va être bien entendu aujourd'hui. Le mot est un peu galvaudé, mais le vrai mot, comment dire, euh, la vraie discipline, en fait, tout simplement de j'avais le mot commitment en anglais qui arrivait, mais tout simplement de se poser, de se dire, ok, je vais me lancer là-dedans et je vais essayer de le tenir, quoi. Et donc pareil, une des nombreuses choses que j'ai expérimentées sur moi-même. Et puis ben ça a été une sorte de fil continu, ça m'a emmené vers, vu que j'aimais beaucoup lire sur le sujet, je me suis carrément payé une petite formation, une formation sur les neurosciences d'un an, et Super. pour emmagasiner plein de choses vraiment pour moi, à titre perso, quoi. Et puis ben ça a commencé à créer chez moi une petite compréhension du cerveau à ma manière en fait.
j'ai commencé à me faire ma propre représentation de comment fonctionnaient les choses. Et puis je l'ai étoffé en la proposant à d'autres personnes en fait. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à vulgariser. Moi ça m'éclatait d'apprendre toutes ces choses, donc du coup je commençais à le partager. Et puis non, je pense que c'est vraiment comme ça que c'est venu, en commençant dans l'expérience et à essayer de comprendre l'expérience, un peu comme un jardinier ou comme si tu voulais par exemple commencer à planter des choses sur ton balcon et vraiment aimer passer de je plante la graine à voir quelque chose pousser et à chaque fois quelque chose de différent. Et du coup, après avoir la petite excitation en plantant la graine, te dire à quoi ça va ressembler une fois que ça aura poussé, quoi. Donc, ça m'a emmené dans cette direction. C'est devenu une vraie passion et je l'ai tempéré un peu quand justement mes lectures m'ont amené vers la philo, le stoïcisme et le zen parce que c'est, même si on pourrait croire que c'est pas du tout lié, ça a une sorte de résonance et ça m'a aidé à construire une sorte d'approche, du moins à perfectionner un peu cette approche de la routine, qu'est-ce que c'est, comment je crée ma journée, qu'est-ce qu'il en ressort, est-ce que c'est une journée, j'ai fait ça dans une journée et c'est un peu cloisonné, ou est-ce qu'elles sont toutes en lien et donc peut-être que je peux créer un effet d'élan. Il y a eu pas mal de choses qui se sont créées à ce niveau-là en lisant Sénèque, les grands classiques, hein. Et que je vous encourage tous à lire, c'est génial, c'est des livres assez courts qui se lisent très bien. On a du mal à croire que ça a été écrit il y a 2000 ans. Sénèque, Marc Aurèle, c'est vraiment génial. Et le zen avec Alan Watts ou Taizen Deshimaru sur justement cette idée qu'on peut créer quelque chose devant avec simplicité toujours. Et quand on parlera un petit peu plus de comment les habitudes fonctionnent, il sera question de simplicité, ça va être très important. Mais voilà, ça m'a aidé aussi à voir que les coups d'éclat n'existent pas dans cette discipline. C'est pas une discipline coup d'éclat ou comme au foot, tu peux avoir un joueur très très fort qui peut dribbler 10 joueurs et mettre son but. Là, les coups d'éclat n'existent pas, c'est à l'endurance et c'est construire un système. C'est pas tenter un truc d'un coup, c'est aimer aussi le système, construire la mécanique. Mais je pense que c'est hyper important que tu parles de système. Parce qu'en fait, je sais pas, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que peu importe l'habitude que tu essaies de prendre, même si c'est la meilleure habitude de la Terre, si ton système n'est pas prêt à l'accueillir, ça sert à rien. Mais c'est exactement ça. En fait, il y a une idée que j'adore qui dit, grosso modo en français, ce serait qu'on ne s'élève pas au niveau de nos objectifs, mais on descend, on est rattrapé, on est bloqué au bas niveau de notre système. Et en fait, tu peux avoir tu peux avoir n'importe quel objectif. Ce qui compte, c'est le système. Tes objectifs peuvent être géniaux, mais si t'as pas de système pour y arriver, ça reste quelque part écrit sur un bout de papier, tu vois. Et effectivement, tout est dans le système. Vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais te demander, parce que je trouve que c'est justement définir un système, c'est très compliqué. Est-ce que toi, du coup, tu as une façon de définir simplement ce qu'est un système ? Pour moi, c'est ton mode opératoire. On pourrait aussi dire que c'est comme la collection des petites habitudes, de comment tu fais les choses. Comment tu fais les choses. Est-ce que, par exemple, le matin, tu as un système, est-ce que ton matin est ordonné ? Est-ce que ton matin... Et ça veut pas dire, genre, est-ce que ton matin est ordonné ? Non, ça veut dire, est-ce que ton matin est ordonné ? Est-ce que tu fais tout le temps la même chose ? Est-ce que tu as un socle sur lequel, comme avec des petits compartiments, sur lequel tu poses des choses et elles sont bien posées dessus ? Ou est-ce que tu vas à l'impro ? Ça peut être un peu ton système, entre guillemets, on pourrait appeler ça un système aussi, mais c'est simplement ta marque à toi, ta signature. Non, c'est comme ça que je l'expliquerai. Mais tu le définis bien. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai une façon un peu différente de le dire. Pour moi, ce serait vraiment, je sais pas comment dire, un peu ta base, un petit peu comment est-ce que tu arrives à évoluer. Et dans ce système, tu vas avoir finalement toi, c'est-à-dire tes propres cycles, etc. Tu vas avoir, c'est un petit peu ergo, mais je pense que ça marche aussi. Tu vas avoir toutes tes activités, les activités de la vie quotidienne, et tu vas avoir ton environnement. Mais en fait, tout ça, ça nage pas en fait dans l'univers, c'est dans une base. Et en fait, cette base-là, si tu n'arrives pas à la, entre guillemets, à la réfléchir, à la quadriller aussi dans une certaine mesure, en fait, tu peux toujours errer d'un pan à l'autre sans arriver à ordonner finalement ta vie. Complètement. En fait, pour moi, là, tu touches à quelque chose qui est hyper important. Elle me paraît, quand je parle d'habitude, et surtout avec des gens qui sont intéressés par le sujet, c'est quelque chose qui est occulté, mais des fois, on peut dire,
Oui, mais des fois j'ai envie qu'on me lâche la grappe, j'ai envie de faire ce que je veux. La liberté. Je veux avoir la liberté de faire ce que je veux. Et en fin de compte, c'est pas quelque chose pour lequel on est fait, en fait, la liberté. Dans ce sens-là. En fait, la liberté, elle nous est accessible avec un système, entre guillemets, parce que concrètement, si tu as tout 360 degrés de possibilités, l'être humain, il sait pas faire ça, il y a un biais cognitif, le paradoxe du choix. Plus on donne de choix, Exactement. moins t'en fais. Et si tu veux Exactement. friser quelqu'un, j'ai un ami qui tenait un café qui me disait ça, si mon café est vide, et que des gens arrivent et qui me demandent où ils peuvent s'asseoir et que je leur dis où vous voulez, ils vont bloquer. Ils vont regarder un peu toutes les options et ils vont bloquer. Et en fait, des fois, je dois les débloquer en disant bah, si vous voulez, vous pouvez vous mettre là. Mhm. Face à un choix, c'est très très dur. Et c'est presque quelque chose qu'on doit créer, comme une discipline qu'on doit créer pour faire un choix rapidement. Parce que sinon, on peut y passer des heures. Mais si tu te limites, entre guillemets, avec une sorte de rail, un sillon que tu Ouais. prétraces, ça te donne un moyen de faire beaucoup de choses, notamment un peu les essentiels de ton quotidien ou de ta Mhm. semaine. Faire tourner une machine, faire à manger, nettoyer un peu chez toi, faire en sorte que ton bateau flotte, tu vois. Et si du coup tu as un bon système qui te permet par exemple de faire ça assez rapidement, tu as énormément de place pour autre chose. Et si en plus de ça, tu as des petits compartiments pour des choses, ou du moins tu as une petite discipline pour ne pas entamer 6 projets en même temps, et plutôt te restreindre sur un ou deux, et encore te restreindre, c'est pas la bonne manière de dire les choses, c'est plutôt si tu choisis d'emmener au Ouais. bout une ou deux choses, et que tu te ranges derrière cette idée, bah, du coup tu as une liberté incroyable. Puisque Mhm. la personne qui n'aura pas de système et qui de très loin, quand on s'intéresse pas à comment le cerveau fonctionne, sera libre de faire ce qu'elle veut, ne fera rien et du coup ne sera pas vraiment libre de faire ce qu'elle veut. Ce sera une fausse liberté. Cette liberté sera aussi ses propres monotes en fait. Mhm. Alors que si tu crées un socle, un système qui est fait sur mesure, donc qui du coup te convient, et ben en fait il va plutôt t'aider à justement t'épanouir, à te lancer dans plein de directions loin, pas Mhm. de commencer plein de choses. Mais c'est tellement important ce que tu dis. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus compliqué dans la création des habitudes? Est-ce que c'est finalement ce système qui finalement pêche, ou c'est autre chose encore, ou c'est peut-être les deux, ou... C'est un peu ce qu'on vient de voir là. En fait, pour moi, la barrière, c'est notre vue de loin Mhm. euh, quand on ne s'est pas vraiment encore intéressé à comment ça marche. Ouais. Tu vois, les choses qui nous semblent un peu logiques ou intuitives, mais qui en fait ne fonctionnent pas comme ça. Mhm. Par exemple, beaucoup de gens, je pense que ça faudrait regarder sur Google, mais ça doit être tapé assez régulièrement, comment être plus motivé, Ouais. plus de motivation. On a l'impression des fois que ce qui nous manque pour mettre en place, c'est plus de motivation. Et en fait, quand on Mhm. s'intéresse à la motivation en elle-même, comment on l'appelle en fait, et ben en fin de compte, il en faut pas. Il en faut pas vraiment, en fait. C'est pas du tout la question, en fait. Pareil pour la volonté. Je manque un peu de Mhm. volonté parce qu'au final, j'arrive pas à me mettre à la lecture ou j'arrive pas à me mettre à la méditation. Et j'ai pas assez de volonté, quoi. Surtout si on a le souvenir de, alors qu'on devait méditer, je sais pas moi, un petit épisode de je sais pas quoi sur Netflix avec un petit bol ou un truc à manger, on se dit, ouais, je manque de volonté. Et quand on s'intéresse à la volonté et qu'on regarde aussi comment fonctionne notre cerveau et comment il comprend et se sert d'une habitude, la volonté, c'est très très loin, c'est très très loin. Donc en fait, pour moi, notre principale barrière, c'est ce qui nous semble logique de prime abord, alors qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer? Et ben, par exemple, euh, on va dire que l'habitude, on va essayer de dresser le contexte de l'habitude. Voilà. Une habitude pour nous, notre cerveau, notre nous, c'est grosso modo un moyen d'économiser de l'énergie. Mhm. Notre Tout à cerveau, fait. il ne pense qu'à économiser de l'énergie et à obtenir les meilleures performances. Mhm. Jamais dans la nature, parce que là, du coup, ça nous raccorde vraiment au côté très animal de l'être humain, au côté très intégré dans la nature. Dans la nature, il n'y a rien de superflu. Rien. Tout a une utilité et tout est optimisé. Et donc notre cerveau, il se sert d'une habitude pour, en gros, quand il est souvent confronté
a la même problématique, et ben en fait, au lieu de se dire, qu'est-ce que je peux faire, tenter un truc, des fois ça marche, des fois ça marche pas et tout, un coup qu'il a trouvé quelque chose qui marchait, et ben il l'automatise. Mhm. Souvent, moi je parle des lacets. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que lasser ses chaussures, pour la première fois, ça demande énormément d'énergie. Et que si on devait dépenser cette énergie-là à chaque fois qu'on lassait ses chaussures, bah, le matin, on serait assez vite fatigué. Mais tu pourrais venir m'embêter un peu et me dire, oui, mais bon, ça, on apprend ça quand on est enfant, c'est normal, etc. Conduire. Si on devait conduire, là, ce matin, admettons que tu es allé au travail en voiture, si tu avais dû dépenser pour le trajet que tu as fait autant d'énergie qu'à ta cinquième leçon de conduite, tu serais arrivé au travail, t'aurais été séché, complètement hors service, quoi. Donc, en gros, notre cerveau, il va automatiser une réponse qui lui semble correcte, intéressante, dont le résultat est optimal. Et comme ça, au lieu de vraiment ouvrir tout un dossier, d'ouvrir plein de trucs, il a un petit fichier zip, très compressé, et du coup, c'est bon, il a réglé le problème. Et c'est grâce à ça, en économisant cette énergie autant que possible, qu'on a pu avoir assez d'énergie pour développer notre monde d'aujourd'hui. Les technologies, les inventions, les systèmes. euh, on dit souvent on a inventé la roue, mais ne serait-ce que dans l'agriculture, des systèmes pour Bien dévoyer sûr. l'eau, etc. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. L'être humain a besoin d'énergie. Il va être confronté très 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 souvent dans sa journée à des tâches qu'il a déjà faites. Il va Mhm. tout automatiser. Et donc maintenant, le truc, c'est qu'il faut se questionner qu'est-ce qui est intéressant pour notre cerveau. Est-ce que notre cerveau, il s'y connaît en bien-être, en pleine santé ou quoi? Ou est-ce qu'il a envie de régler le problème tout de suite? Et c'est ce qui fait que, par exemple, on va prendre des habitudes qui sont pas bonnes pour nous, comme Mhm. t'es un peu stressé en ce moment au travail, tu vas rentrer et manger un paquet de gâteaux. Et en fait, c'est génial, ton cerveau, il a tout compris, parce que t'es stressé, t'es dans une recherche de réconfort, de Ouais. De récompense. récompense. Ah, exactement. Donc, tu vas avoir le petit voyant de la dopamine qui va commencer à s'allumer. Tu vas avoir un comportement guidé par ce voyant et qui va t'amener vers une recherche de récompense. Si ton cerveau, face à ou dans le placard, un paquet de gâteau avec le sucre, tout ce qu'on connaît de ce que va donner le gâteau, et ton chevalet pour peindre, c'est l'exemple que je prends toujours. Si il choisit, je vais me lancer dans une peinture parce que quand j'aurai fini, je serai content. Et il a rien compris, ton cerveau, il est pas, il est pas bon du tout, tu Ouais, vois, ouais. parce qu'il avait la possibilité de régler le problème avec trois cookies. Mhm. Et bien en plus, ça aurait été cool, quoi. Ça aurait pas été, ça aurait pas été comment dire, une souffrance de manger ces cookies, quoi. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises habitudes, puisqu'une habitude, elle est forcément bonne pour ton cerveau dans sa manière de la construire. Mhm. À aucun moment, ton cerveau va réussir à créer une habitude avec une réponse sous-optimale. Ouais. C'est pas possible. Et donc, un coup que tu récupères ce fil, si tu le tires tout doucement, tu comprends plein de trucs. Par exemple, l'habitude que tu essaies de mettre en place et qui ne prend pas, et ben en fait, elle est en concurrence avec une autre solution. Et pour l'instant, il y a pas de match. C'est un non-match. Comment tu vas pouvoir rendre ton habitude, ta réponse en fait, ce que tu essaies de mettre en place, intéressant. Il faut que ça te rapporte quelque chose. Il va falloir te questionner et c'est comme ça qu'on va pouvoir réellement mettre en place une habitude. C'est en essayant de la rendre simple. Si c'est Mhm. compliqué, ça va pas Ouais. marcher. De la rendre agréable. Mettre aussi, mais après ça c'est, on plongerait un petit peu plus profond dans le sujet, c'est peut-être pas encore le moment, mais euh, associer un souvenir, associer comment dire, une petite étiquette à cette habitude très agréable dans ton centre on va dire, de rappel des récompenses. Mhm. Mais en gros, voilà, l'idée, ça va être de commencer par quelque chose de simple et agréable pour que ton cerveau trouve que c'est une bonne réponse, que c'est quelque chose qui est intéressant. Et il va falloir commencer petit parce que rien ne se prend en termes d'habitude dans sa forme finie. Très Mhm. très difficile. Ouais, Donc c'est il va toujours des falloir... petits pas. Exactement. Exactement. Donc concrètement, voilà ce qui pour moi est assez essentiel, c'est de se dire, ok, aujourd'hui on a besoin d'automatiser tout. 50% de ce qu'on fait à peu près dans la journée, j'ai plus le pourcentage exact, mais c'est autour de la moitié, de ce qu'on fait Mhm. dans la journée découle d'un automatisme.
Ok. Donc, le volume est important. Bah ouais, Bien carrément. trop pour que tu puisses tout faire à la volonté en disant non, j'ai décidé de faire comme ça maintenant. Impossible, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mon exemple de toujours, et il va bientôt arriver, c'est le 1er janvier avec quelque chose qui est assez rigolo aussi, qui booste un peu notre motivation, qu'on appelle l'effet fresh start, qui est derrière justement les bonnes résolutions. Tout le monde va aller s'inscrire à la salle et le 15 janvier, plus personne n'y sera. Parce que justement, on aura testé de se dire, allez, peut-être qu'il me faut juste un peu de motivation, je vais profiter de lundi, du début de mois, de la nouvelle année, de mon anniversaire, etc. J'aurai plein de motivation, etc. Même ça ne dure pas, on n'arrive pas à prendre racine, en fait, avec cette solution-là. Mais c'est très vrai ce que tu dis, et c'est vrai aussi le fait que c'est pas du tout automatique. Je vais te donner un exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, c'est vrai que quand je rentre du travail, en ce moment, je rentre très tard. Je suis fatiguée parce que j'ai eu parfois 10 heures de boulot dans la journée, plus 2 heures de vélo, aller-retour, etc. Je suis vraiment KO. Et en fait, ce que je fais naturellement, c'est que je rentre, je me pose sur le canapé avec le chat, je suis là, et je suis vraiment larve. Non, mais vraiment, larve. Sauf qu'en fait, ça me convient pas. C'est-à-dire que ça me convient dans un certain sens, où mon cerveau est content, il me dit, bon, c'est bon, repose-toi. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, c'est pas tant du repos dont j'ai besoin. C'est très contre-productif parce qu'on se dit, bah si, quand même, là, tu devrais pouvoir te reposer. Mais il y a des conditions pour bien se reposer. C'est-à-dire, si je rentre, si j'ai pas pris ma douche tout de suite, ben ensuite, je vais vraiment avoir la flemme de la prendre plus tard. Et au moment où je vais la prendre, quand j'aurai plus le choix, eh ben en fait, limite, je serai énervée de la prendre. Et donc, cette dernière semaine, tu vois, ça tombe bien qu'on se voit là, j'ai pris ma douche tout de suite. Tu vois, j'ai tout de suite aidé mon chéri à faire la cuisine, tout de suite j'ai pris ma douche. Et ensuite, en fait, la récompense que j'avais, en fait, était énormément supérieure à juste le fait de me poser et d'être là. Parce que finalement, c'était pas ça dont j'avais besoin. Mais c'est super difficile d'identifier vraiment ce dont on a besoin. Alors, si tu veux, on prend 5 minutes pour plonger. Est-ce que là, tu as mis le doigt sur quelque chose de super, de vraiment passionnant? Là, en gros, ça touche presque à ce qu'on pourrait, ça touche pas presque, ça touche à ce qu'on pourrait dire s'il était question de comment on fait pour se débarrasser d'une habitude, par exemple comme le grignotage, le grignotage réconfort. Mhm. C'est un peu ça en fait. Sans grignotage, t'es venu te poser dans un truc réconfort. Tu sais qu'il Exactement. faut pas, tu sais que c'est pas comme ça que tu te sens bien après, tu sais que c'est pas. Mais il y a un fait qui est que pendant une semaine, 2 semaines, eh ben, tu y es retourné, tu sais très bien que Mhm. si tu fais autrement, tu te sens bien, etc., etc. Mais, mais voilà, on se retrouve avec ce problème. Donc en fait, ça, il faut se dire qu'on est quasiment plus sur l'habitude. Et on est quasiment même pas, par exemple, si t'étais rentré, que tu m'avais dit, bah, je mange des cookies ou des choses comme ça, on n'est même pas sur de la nutrition. On est justement sur cette fameuse partie du cerveau dont je t'ai parlé tout à l'heure, le cortex orbitofrontal, Mhm. et qui est en gros le système des valeurs de récompense. En gros, c'est là que tu as ton petit classement. Ça c'est cool, ça c'est un petit peu moins cool, etc., 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 etc. Et on a un problème, c'est qu'on ne le met pas à jour. On n'est plus vraiment en conscience dans nos journées quand on fait les choses et on ne le met pas à jour. Et en fait, quand ton cerveau justement arrive avec tout ce que tu as créé par la fatigue, par le fait de rentrer tard, tu es dans une certaine configuration, on va dire. Pas du tout dans la même que, je sais pas moi, te lever un samedi matin bien énergique avec Tout à un beau fait. soleil dehors qui t'appelle, Mhm. etc. On est d'accord, t'es pas du tout dans la même config. Dans cette config-là, ton cerveau va se dire, pouf, là il me faut un petit truc, un petit remontant, un petit truc cool, quoi, juste laissez-moi tranquille, je veux me sentir bien. Et il va interroger un petit peu son classement, et en fait là, il va encore avoir très très haut, rester sur le canapé avec mon chat. Parce qu'en fait, on ne l'a pas encore réellement mis à jour, et donc là, le fait que tu en parles comme ça, et même peut-être que tu l'aies verbalisé, je ne sais pas si tu l'as Mhm. déjà verbalisé, tu vas voir que ça peut déclencher des choses, parce que en gros, ce qu'on préconise pour, par exemple, casser cette boucle du grignotage réconfort ou ce qu'on peut assimiler du Ouais. coup à ça via ton comportement, c'est en fait un exercice de prise de conscience quand tu grignotes. Donc là, Mhm. en gros, pour changer, tu as besoin de te recracher sur ton canapé avec ton chat. Et cette fois-ci, il faut que tu allumes ta curiosité, ta pleine conscience, et que tu ailles voir comment tu te sens. Est-ce que tu te sens vraiment bien? Et donc Mhm. du coup, non, tu vas te dire, ah non, non, je me sens pas vraiment bien, c'est pas ça que je voudrais faire. Et puis, il faudra aussi, quand tu arriveras à rentrer, faire à manger avec ton conjoint et prendre ta douche et te dire, ah là, je me sens bien, au moins en me posant sur le canapé, je me sens bien comme il faut et tout.
il faudra aussi que tu amènes beaucoup de conscience. Et en fait, cet apport de pleine conscience va aller mettre à jour ta liste dans ton cortex orbitofrontal. Et du coup, tu n'y penseras plus à aller te cracher sur le canapé. C'est ce qu'on appelle l'effet de Père Noël. En gros, en gros, quand tu étais petite et qu'on t'a dit t'attendais le Père Noël, je sais pas si t'attendais le Père Noël, mais il y a beaucoup d'enfants qui attendaient le Père Noël et qui étaient là, ah là, il va venir et tout, il va venir. Et donc tu t'imaginais le Père Noël descendre et tout, déposer tes cadeaux, t'essayais même peut-être pourquoi pas de le surprendre ou quoi. Il s'est passé ça pendant ton enfance et un jour, je sais pas à quel âge, on t'a dit, j'espère qu'on t'a dit, sinon je le Père Noël là, Tu mettras une petite note dans les commentaires du podcast pour éviter que je casse le rêve. Trigger warning. Et donc, en gros, un jour, on t'a dit non, en fait, le Père Noël n'existe pas, etc. Et là, pour toi, il était impossible de te remettre dans les conditions et de te dire ah, cette année, je vais attendre le Père Noël. Et ouais. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire avec les comportements, en gros, les habitudes que tu choisis au détriment d'une autre, alors que tu sais que l'autre serait mieux. Tu vois ? Ouais. Donc c'est vraiment cette stratégie. Donc c'est un petit compartiment du grand dossier habitude, mais qui est hyper intéressant parce que personne n'a une vie avec l'essentiel et des espaces vides et se dit qu'est-ce que je pourrais mettre comme habitude dedans. Il va forcément falloir en virer et il va forcément falloir se battre avec quelques habitudes en pousser à la sortie, tu vois. Donc Mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est cette histoire de lutte. Et finalement, ce travail, je l'ai fait peut-être inconsciemment, mais c'est vrai que en tout cas, je l'ai fait le jour où j'ai fait différemment. C'est-à-dire que ce soir-là, enfin, un soir dans la semaine, je suis rentrée, du coup, j'ai fait des choses qui étaient mieux pour moi. Et en fait, tout de suite, je suis sortie de la douche, on avait fait un bon repas, Eric, mon conjoint, avait trouvé des champignons, enfin, toi, c'était vraiment... Mais j'avais pu en profiter, tu vois ce que je veux dire, parce que on avait participé, on était ensemble, on rigolait, et en fait, je me disais, mais c'est tellement mieux, et finalement, et je me rends compte que depuis ça, finalement, hier soir, j'ai même pas pensé en premier temps, il y a quand même eu le truc, faut pas que je me pose tout de suite, mais... Finalement, ça n'a pas été un choix cornélien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très vrai. T'as pas usé de ta volonté en mode je me retrousse les manches et ce soir c'est sérieux. Ouais. Non. Trop bien. Non. Mais c'est très vrai ce que tu dis. Et c'est bien d'avoir cette image de notre petit cortex orbitofrontal avec sa petite liste qu'on doit réactualiser. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, on met à jour nos ordinateurs, mais on ne se met pas à jour nous. Ouais. Il y a un très très bon livre. Malheureusement, je crois qu'en anglais pour l'instant, de Judson Brewer, qui est un spécialiste de la question et qui a écrit ce livre puis un autre. Le livre s'appelle, même sur le titre du livre, je te le donnerai, on le mettra en note. Parfait. Il a écrit un excellent bouquin là-dessus pour l'anxiété, mais ça s'ouvre à par exemple les comportements comme manger par réconfort, etc. Et comment les déconstruire, comment ils se sont construits et comment ces comportements peuvent se déconstruire. Et justement, c'est une ressource qui est extraordinaire, je trouve, pour ça. Elle t'aide à vraiment créer cette prise de conscience. Et il a des exemples extrêmement pertinents, comme le paquet de chips que, enfant, tu étais capable de t'engouffrer comme ça avant d'aller à la piscine ou d'aller jouer avec des copains. Clairement là, je pense qu'à notre âge, si on se pose qu'on mange un paquet de chips entier et qu'après on va faire du sport ou qu'on va faire... Je pense qu'on va être un peu lourd. Mais le truc, c'est que ce qui t'a fait dire ouais, c'est une bonne idée, mange un paquet de chips, c'est parce que quand tu es allé interroger cette liste, le paquet de chips, il était encore là, un peu poussiéreux. La ligne était poussiéreuse parce que tu l'avais pas mise à jour, mais il était encore là. Et du coup, il y a un travail à faire pour mettre à jour, descendre certaines choses qui n'ont plus vraiment lieu d'être. Ça peut être aussi descendre des habitudes qui à un moment étaient bonnes et ne le sont plus. Souvent, pour parler de ça, on parle de la cigarette. Peut-être qu'à un moment, quelqu'un va se retrouver dans une situation de stress, d'anxiété, avec des angoisses assez fortes, va se mettre à fumer et la cigarette va l'aider parce qu'on ne pourra pas aller contre les vérités de l'effet de la nicotine, du tabac, etc. On le voit sur le cerveau. Et c'est d'ailleurs ce qui est malheureux, c'est que ça crée quelque chose de cool sur le moment. Ouais. Et en fait, à un moment donné, la personne n'a peut-être plus besoin de cette béquille. Ça pouvait être aussi des cookies, ça pouvait être plein de choses. À un moment donné, cette personne, c'est bon, la situation s'est allégée.
les choses sont plus calmes, plus douces, il y a peut-être plus besoin d'aide, et donc du coup il va falloir les mettre à jour les choses. Et se dire, est-ce que cette habitude elle est encore pertinente ou pas? Super intéressant. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu disais, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler, cette histoire de simplicité au niveau des habitudes. Et c'est aussi lié un petit peu avec un sujet, j'aimerais qu'on en parle aussi, c'est le minimalisme. Pour moi, finalement, simplicité et minimalisme, ça va ensemble et ça va aussi, finalement, dans la création d'habitudes ou de routines. Complètement, complètement. En fait, comment on pourrait aborder le sujet? Est-ce qu'il y a plein d'angles pour y aller? Mais concrètement, effectivement, à partir du moment où quelqu'un arrive dans le dur, a les mains dedans, commence à titiller un peu ses mauvaises habitudes, à essayer de les pousser sur la sortie. Par exemple, en créant des frictions. On a dit qu'on allait vers ce qui était simple. Du coup, si tu veux te débarrasser d'une habitude, il faut essayer de créer des frictions sur la route. Si ta plaque de chocolat elle est tout le temps sur la table du salon, tu risques de développer une sacrée habitude. Et si jamais tu as envie de t'en débarrasser, ben, la première chose à faire, c'est de plus la mettre sur la table de la table du salon. Et mon exemple que je donne toujours, c'est d'aller le mettre dans le garage où tu as besoin de remettre tes chaussures, où il fait froid, tout en haut d'une étagère où il faut que tu montes sur une chaise. Parce que si tu as besoin de faire ça pour à chaque fois aller manger ton carré de chocolat, il y a un moment donné, tu vas dire, bon, je vais peut-être manger une pomme, ou tu vois, tu vas prendre une poignée de noix. Donc, il y a, quand on va commencer à rentrer dans le dur, une pas une prise de conscience, mais on va commencer à vraiment comprendre comment ça fonctionne et se dire, ah oui, en fait, on fait constamment face à des choses qu'on doit simplifier pour que ça passe. Et on a aussi le retour du temps qu'on a de dispo qui est pas forcément le retour le plus optimiste. On n'a pas forcément beaucoup de temps, tu vois. Donc c'est un retour qui dit, oui, mais attention, t'as pas le temps de tout faire, etc. Et donc, je pense que au bout du chemin, forcément, il y a le minimalisme. Le minimalisme, pour toi, en tout cas, tu le décrirais comment, mais au-delà de le décrire comment est-ce que toi, tu décrirais ta relation au minimalisme? Pour moi, le minimalisme, souvent on dit minimalisme et on pense objet. C'est vrai. Et pour moi, ça n'a pas forcément les objets, c'est un compartiment. Le minimalisme, c'est aussi, dans ma tête, simplement faire avec peu, parce que des fois, on a juste besoin de peu. Et du moins, de pas trop chercher le superflu. Donc, il faut définir ce qui est superflu. Il faut définir ce qui a de la valeur, parce que, par exemple, souvent, ce qu'on dit, c'est oui, minimalisme, ok, mais par exemple, j'ai une collection de bouquins assez rares et tout, je remets le nez dedans et elle est chère, c'est mon père qui l'a commencé, son grand-père, enfin bref, tu comprends qu'il y a quelque chose d'assez dense derrière ça. Et ben en fait, la question c'est, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ah bah oui, 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 oui. Et bah stop, n'y touche pas en fait. C'est pas superflu, ça t'apporte quelque chose. Si par contre on peut questionner le fait que ça apporte quelque chose, peut-être qu'on peut voir si on serait pas mieux sans. Parce que derrière le minimalisme, un coup qu'on enclenche cette démarche, on s'aperçoit aussi que des fois on est mieux sans toutes ces choses. Donc en fait, c'est juste pour moi se recentrer. Le minimalisme, c'est juste se recentrer autour de moins de choses et des choses qui comptent, parce que ce qu'on va garder, on va beaucoup l'utiliser. C'est pour ça que minimalisme, en gros, c'est se défaire du matériel. Pour moi, c'est pas vrai, dans le sens où au contraire, tu reviens à fond sur le matériel, parce que le peu d'objets que tu as, tu vas vraiment les avoir pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Pour leur fonctionnalité. Ça veut pas dire, par exemple, quand tu te mets au minimalisme, que tu vas faire des économies. Parce que peut-être que du coup, tu vas aussi choisir, tu auras moins d'objets, mais tu vas aussi choisir d'avoir des objets qui vont vraiment aller répondre, qui vont te donner leur fonctionnalité, qui vont te donner accès à leur fonctionnalité d'une manière vraiment confortable. Pour moi, le minimalisme, c'est juste ça, avant de parler d'objets. Ça peut être du coup aussi faire le tri dans toutes tes activités. Faire le tri dans être sûr que tu n'aies pas mis trop de choses et que tu n'aies pas mis du superflu. Pour moi, c'est global. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que là, finalement, ce que tu nous décris, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on chemine un petit peu dans cette idée de minimalisme, de revenir à l'essentiel, de se débarrasser du superflu, finalement, on peut arriver à créer un système qui est beaucoup plus sain, ou en tout cas beaucoup plus simple pour accueillir de nouvelles habitudes. Complètement. Et pour moi, le minimalisme, c'est quelque chose qui... C'est pas... comment dire? C'est pas binaire. Ça, on en parlera peut-être après. Et surtout,
c'est pas un one shot. Le minimalisme, c'est pas un week-end, ça me prend, j'ouvre des sacs poubelles, je mets tout ce que je pense être superflu et ça y est, je suis minimaliste. C'est un système. Donc du coup, c'est une partie de ton système après. En fait, dans ton système, il y a comment tu te comportes avec les activités, les objets, les choses qui sont autour de toi. Comment tu greffes ou non les choses à ton système. C'est une partie de ton système. Et donc du coup, il va falloir, après ce tri, si tu décides de faire un tri, créer une sorte de filtre. Ça, c'est un de nos articles les plus lus sur le site et sur le blog. Comment créer un filtre à objets. Et donc, du coup, une fois que tu as fait ce tri, comment t'évites de devoir le refaire dans 3 semaines, tu vois. Ouais. Et avec ton agenda, comme avec tes armoires, en fait. Mhm. Et donc, oui, pour moi, c'est quelque chose. C'est une partie intégrante de ton système. Super intéressant. Et justement, j'aimerais aller un peu plus vers toi, avec toi, vers le système un peu, comment dire. Tu sais, le minimalisme peut aussi être associé à des comportements un peu extrêmes. Toi, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que t'es passé aussi dans des phases un petit peu plus extrêmes? Est-ce que t'as retrouvé un peu un sentiment d'équilibre? Est-ce qu'il faut passer par ces extrêmes pour trouver l'équilibre? Je suis curieuse d'avoir ton... Je serais partisan de dire que pour avoir un juste milieu, il faut avoir 2 points de comparaison. Ouais. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Et en fait, oui, sur la question, en fait, j'étais à fond dans le minimalisme. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai surtout vu l'impact que ça avait eu sur moi, d'avoir moins d'objets, moins de choses. Et j'ai compris ce qu'on voyait, ce qui était matraqué, moins mais plus, tu vois. On le voit beaucoup, ça, et c'est un peu abstrait de prime abord. Et du coup, j'étais à fond. Et je pense que juste avant d'entrer dans l'extrême, je sais pas si je m'y dirigeais vraiment, mais j'ai vu l'extrême et je me suis dit, ça c'est débile par contre. Tu vois, comme quand t'aimes quelque chose, tu dis, ah ça c'est trop cool, et tu vas voir un truc qui va un peu trop loin, tu vas te dire, non, ça c'est un peu trop, c'est pas ça. Et j'ai arrêté de m'intéresser à ça, d'en faire une passion que je nourris avec des nouveaux bouquins, des nouvelles vidéos, etc. Parce qu'en fait, pour moi, la sphère minimalisme, elle est partie complètement en cacahuète, justement via les extrêmes en fait. Et pour moi, le minimalisme poussé à l'extrême, bah, c'est un contresens. Parce que tu te crées une charge mentale avec un minimalisme qui est omniprésent. Si tu ne peux que parler de minimalisme, si tout ce que tu fais est en rapport avec le... Tu mets une énorme charge sur ta semaine. Et du coup, qu'est-ce que tu fais du reste, tu vois? Comment le reste trouve sa place? Pour moi, trop aller vers le minimalisme, c'est un contresens en termes de minimalisme. Pour moi, on peut très facilement être minimaliste. Il n'y a pas besoin de coller au code des youtubeurs formatés, tu vois. J'ai découvert le minimalisme vraiment comme on en parle aujourd'hui avec le documentaire des minimalistes qui s'appelait Minimalisme, je crois, sur Netflix, qui a été réalisé par Matt Davella, qui est devenu un youtubeur minimalisme, etc. Et en fait, je les ai vus chuter enfin, pour moi, je les ai vus chuter, ces gens-là, parce que je les ai vus aller au bout de ce qu'il y avait à dire, interroger des gens incroyables, comme Greg McKeown qui a écrit le bouquin Essentialisme, Johann Hari qui a écrit des bouquins extraordinaires. Ils ont produit du contenu extrêmement intéressant, pragmatique, etc. Sauf qu'en fait, ils ont oublié, ils se sont un peu faussés, je trouve, et ils sont sortis du cadre. Et maintenant, c'est 30 jours sans sucre, ce que ça m'a fait, 30 jours sans je sais pas quoi, ce que ça m'a fait. Ils sont plus capables de produire un autre contenu, et pour moi, et d'ailleurs, c'est pas pour moi, il y a des youtubeurs de cette sphère, ou des gens sur Instagram ou quoi, qui ont fait un burn-out de parler de minimalisme. Et là, je me dis, il y a un moment, c'est bizarre quand même, de faire un burn-out, donc un trop-plein, tu vois, vraiment un trop-plein, t'as amené ton corps à l'extrême, en allant dans la direction du je vais vers le moins pour être mieux, tu vois. Et du coup, j'ai pris énormément de recul, parce que pour moi, le minimalisme, c'est pas vivre 100% du temps minimalisme. Le minimalisme, c'est quelque chose qui permet de vivre sans avoir à penser à des choses comme le minimalisme, tu vois ce que je veux dire? C'est censé te libérer, c'est pas censé t'emprisonner ou créer une charge, quoi. Donc pour moi, il faut juste se diriger vers un tri raisonné des choses, de ses possessions. Parce que attention, dans les extrêmes, il y a aussi j'ai tellement jeté que maintenant je dois racheter des trucs que j'avais jetés. Parce que c'est minimalisme. En fin de compte, si tu fais ça, t'es moins minimalisme que la personne qui collecte compulsivement. Parce qu'elle n'aura pas racheté des choses qu'elle avait déjà.
Donc un tri raisonné des possessions, des activités, une prise de conscience sur ce que les objets nous apportent, nos besoins, d'où ils viennent aussi. Qu'est-ce que ces objets ont comme histoire à raconter, où ils ont été fabriqués, dans quels matériaux, qu'est-ce qui s'est passé pour extraire ces matériaux, etc. Et donc peut-être que, étant donné que maintenant c'est difficile d'avoir que des objets propres, entre guillemets, Ouais. peut-être en avoir moins, c'est une chose. Mhm. Euh, pour moi, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de ce qui nous dévoie. Activité comme objet. Mhm. Tout ce qui te prend du temps sur ce que tu pourrais faire de génial, tes projets, les gens aussi, il faut créer une barrière. Et est-ce que là, c'était intéressant ce que tu disais par rapport à tes activités, par rapport à tes possessions, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi un minimalisme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à appliquer avec nos pensées, notre esprit, peut-être Ouais. même nos émotions? Alors la partie émotion, je dirais qu'elle est compliquée puisqu'on Mm. est vraiment tous branchés différemment vis-à-vis de ça et c'est assez dur de toucher à la question des émotions, faire du tri, je devrais pas ressentir ça, ou j'aimerais plus... Enfin, mais par contre, je trouve ça intéressant de les intégrer dans le peu que tu gardes, Mhm. puisque l'idée c'est de Bien garder un sûr. peu qu'on emmène au bout, euh, garder ce peu et en faire quelque chose, écrire dessus, réfléchir dessus. Mais oui, pour moi, ça peut être aussi très agréable d'avoir moins dans la tête. Mais pour moi, automatiquement, si tu as moins d'objets et moins d'activités, tu auras moins dans la tête. Ouais, Euh, mais sauf si, regarde, là c'était marrant les exemples que tu donnais. Parce que finalement, c'est des gens qui ont réussi, oui, je pense vraiment, hein, à se déposer. Et malgré tout, ça leur a fait une charge mentale énorme. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut être hyper vigilant sur tous ces plans, exactement comme ce que tu viens d'expliquer. oui, ben, pour moi, chercher à voir peu et chercher à comprendre le peu et à comprendre l'intérêt du peu, en soi, peut créer une barrière au trop-plein. C'est ça. Cultiver un petit peu le peu dans des lectures. Par exemple, pas forcément besoin d'écrire ou de se questionner tous les matins en prenant son café, Mm. tu vois. Mais pour moi, le zen encourage au minimalisme directement au-delà de C'est l'objet. vrai. Pour l'objet, mais au-delà de l'objet. Mhm. Des philosophies comme le stoïcisme aussi, puisque l'idée, ça va être, par exemple, dans un premier temps pour le stoïcisme, la dichotomie du contrôle, différencier ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, Mhm. et commencer déjà à lâcher un petit peu de laisse sur ce qui n'est pas. Chose extrêmement facile à dire. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Mais... Le manuel d'Épictète, par exemple. Ah, Non, mais voilà, il n'y a rien de plus simple à lire. Vraiment. Tu lis, c'est simple, c'est limpide, c'est tout ce que tu veux. Mais à appliquer... pour moi, c'est la puissance. Pour moi, c'est la puissance de ce manuel. Les Exactement. méditations de... Pour moi, il y a 3 bouquins à lire absolument. Manuel d'Épithète, il est court, c'est point par point, c'est extraordinaire pour ouvrir, picorer et refermer. C'est pas quelque chose qui se lit 20 pages par-ci, 20 pages par-là le soir. Ah, je te conseille de faire ça. Les méditations de Marc Aurèle en français, ça doit être penser pour moi-même ou penser Oui, à moi-même. c'est pensé pour moi-même, je crois. Extraordinaire à lire avec un recul. Autant pour, je trouve que pour le manuel d'Épithète, on sent pas trop la différence. Les méditations de Marc Aurèle, on sent un petit peu qu'il y a 2000 ans d'écart. On sent Oui. aussi qu'on parle pas de n'importe qui. Marc Aurèle, Exactement. probablement l'homme le plus puissant de l'histoire de l'humanité, avec des capacités, je pense, hors normes. Donc, ce qu'il va réussir à trouver, ok, c'est difficile. Voilà, faut juste garder ça en tête. Et les lettres à Lucilius de Sénèque. Oui. Extraordinaire. Et en fait, pour moi, c'est puissant parce que c'est facile à comprendre. Mhm. C'est hyper dur à intégrer. Et c'est graduel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un bouquin qui est cool et pragmatique dès le début, mais qui te donne une durée de vie incroyable parce que t'as pas fini d'avoir une occasion d'être un petit peu plus stoïcien, stoïcienne dans ta journée, tu vois. Mhm. C'est une relation. Hein. Moi, j'ai vraiment une relation avec Ouais. le stoïcisme. Il y a des fois, je m'y rapproche. Des fois, je fais une pause. Des fois, j'y retourne. Parce qu'il y a des choses qui sont OK. T'arrives petit à petit avec cette dichotomie du contrôle à ne plus trop t'en faire pour des choses. Tu te dis, effectivement, c'est hors de mon contrôle. Je vais plutôt essayer de faire tout ce que je peux dans les zones où, visiblement, j'ai 100% du résultat entre mes mains. Tu vas y arriver. Il y a des moments où tu vas
je pense te faire leurrer. Moi, ça a été le cas, te faire leurrer en disant c'est bon, j'ai compris, c'est rentré, je l'applique et tout. Et puis, ben, je sais pas, moi, tu vas perdre quelqu'un. Et puis, le stoïcisme va dire, c'est en dehors de ton contrôle. Bah ouais. T'es censé t'en fiche. Et tu vas commencer à comprendre que c'est pas si simple. Donc, pour moi, là encore, on parlait de nuances. Et en fait, c'est encore une très belle occasion de parler de nuances. Mais vis-à-vis des possessions, je trouve que ça t'invite à ne pas trop te surcharger. Et pareil pour la tête, à ne pas trop te surcharger, à garder un système, dans ton système, le petit dossier valeurs, à essayer de les travailler. Et effectivement, à chaque fois que tu as envie d'un peu plus, bah, travaille tes valeurs, travaille un peu tes valeurs. Tous les bons grands conseils qu'on trouvera, je pense que même pour ceux qui n'ont pas envie de lire un livre de stoïcisme, ils parlent tellement par leurs citations que de se faire une quinzaine de citations, réfléchir dessus et de dire par exemple, t'embête pas à disserter sur ce qui est un homme bon, sois un homme bon en fait. Des choses aussi simples que ça. Adapté à un peu tous les compartiments de la vie et ça t'amène à être plus simple, je trouve, plus léger. C'est tout à fait vrai, mais ce que tu dis, c'est juste dans la mesure où parfois notre système de valeurs, comme tu le décris, je pense que il n'est pas assez présent dans nos vies. Je fais peut-être une généralité en disant ça, mais je pense qu'on connaît toutes et tous plus ou moins nos valeurs importantes. Mais par contre, est-ce qu'on vit tous plus ou moins en accord et en lien avec nos valeurs? Parfois pas. Et je pense que c'est quand ce lien en fait se coupe que nos habitudes deviennent moins faciles à mettre en place, qu'on accumule, qu'on consomme, soit des cookies, soit du divertissement, soit des fringues, peu importe, mais en fait qu'il y a quelque chose qui commence à dérailler un petit peu. Pour moi, c'est exactement ça. Après, on pourra pas dire, ça serait très simple de dire notre période est compliquée à vivre, etc. On n'a pas vécu celle d'avant, on n'en sait rien de celle d'après. Exactement. Mais à notre époque-là, concrètement, notre monde moderne, il nous fait un peu une clé de bras si on a des valeurs et qu'on est très accroché à nos valeurs. Il y a plein de choses qu'on fait, je sais pas moi, on te dit de manger ça, hein. Tu manges du quinoa, on me dit t'as vu d'où il vient ton quinoa, t'as vu ce que ça crée d'exporter du quinoa pour les occidentaux, etc. Et en fin de compte, ça, ce petit logiciel-là, on va pouvoir te lancer sur absolument tout ce que tu vas faire. Absolument tout ce que tu vas faire. Donc, c'est assez compliqué et pour moi, il faut absolument se créer son propre... Il faut y penser, il faut allumer ce petit compartiment de la maison. Il faut allumer la lumière là-bas et se dire, ok, il y a une réalité qui est celle-ci. Maintenant, j'ai ces principes-là. Pour moi, ce qui est juste, c'est ça, 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 ça. Ce qui est injuste, c'est ça, 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 ça. Comment je vais faire, tu vois, pour réussir à marier les deux, à assembler, à en faire deux pièces de puzzle qui s'assemblent. C'est un peu comme quand tu parles d'une personne et que tu essaies de voir comment elle est construite, etc. Il y a sa constitution, son anatomie, mais après aussi via son anatomie, puis via tout un tas d'autres choses, mais sa constitution psychologique aussi. Et puis, il y a sa biographie, donc sa biologie et sa biographie. Et ça, ça crée un truc. Tu peux pas dire, de par cette biologie-là, normalement, Et tu peux pas dire, depuis cette biographie, t'es arrivé ça, T'es obligé, c'est entremêlé. Et pour moi, il faut un peu la même chose. Par exemple, tu peux avoir une constitution qui t'amène à aller plutôt dans une direction que dans une autre, à essayer de moins manger parce que du coup, par ta constitution, tu mangeras trop, ou inversement, etc. Mais aussi, via ta biographie, t'es arrivé des choses qui fait qu'en fait, avec la nourriture, t'as développé tel... Il va falloir associer les deux. T'es pas juste de l'ADN, et t'es pas juste un espèce de... de résumé qui commence à ta naissance et qui s'arrête aujourd'hui. T'es le mix des deux. Et du coup, pour moi, c'est pareil. T'as tes valeurs, t'as le monde aujourd'hui et ce qu'il te permet. Par exemple, si tu vis dans une maison, si tu fais le calcul du nombre d'êtres humains sur Terre, tu te rends compte qu'on peut pas tous vivre dans une maison. Ouais. Et donc, mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tu fermes la clé, que tu partes avec tes affaires sur le dos et que tu ailles te mettre au-dessus de quelqu'un d'autre ou en dessous de quelqu'un d'autre juste pour ça? Pour moi, il faut avoir conscience de ces choses-là. Et effectivement, comme tu dis, à partir du moment où il y a une souffrance qui naît de ça, effectivement, tu peux très facilement être en rupture et glisser au niveau de tes habitudes.
Ouais, ou même au-delà des habitudes, je crois, mais tu sais, tout ce qui est souffrance au travail, et je le vois beaucoup, il y a eu le Comité consultatif national d'éthique qui, fin 2022, a fait un rapport par rapport à la souffrance au travail des soignants, tu sais, par rapport à l'après-Covid, etc. Et en fait, une énorme partie, je crois que 50% des soignants qui avaient été interrogés, disaient qu'en fait, il y avait un conflit de valeurs tellement fort entre eux, les valeurs pour lesquelles ils avaient choisi le métier. Métier presque une vocation. T'es soignant, on te demande que ce soit une vocation. Moi, c'est ce que je vois tous les jours à l'hôpital. Hein. Ça doit être une vocation. Ce qui est terrible, parce que c'est pas parce que c'est ta vocation que tu dois tout accepter. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais, et ensuite, ce que le système de santé t'impose parfois de faire, en fait, ce conflit de valeurs est tellement fort que c'est exactement ce que tu décris. En fait, il y a une souffrance. Et il y en a certains qui préfèrent partir, et on s'est rendu compte que c'était tout corps de métier confondu. C'était vraiment médecin, comme infirmier, comme aide-soignant. Et ça, en fait, c'était quelque chose un peu inédit, mais à la fois tellement important à reconnaître pour pouvoir peut-être essayer de changer des choses et remettre les valeurs. Parce que finalement, les valeurs, c'est aussi ce qui nous lie les uns aux autres. Complètement, le sens en fait. C'est ça. J'ai beaucoup lu Viktor Frankl. Je connais pas du tout. Alors, c'est Man's Search for Meaning. Ah, bah, j'ai déjà entendu parler. Ouais. À lire absolument. Mhm. Et donc concrètement, c'est un psychiatre qui s'est retrouvé dans les camps. La première partie de ce livre, c'est son expérience dans les camps. La deuxième partie, c'est une sorte de pitch, de résumé de sa thérapie, de son paradigme. Okay. Et pour lui, tout passe par le sens. Et il a de très beaux... Alors, il a des explications passionnantes dans son bouquin, et il a aussi de très beaux exemples. Et en fin de compte, pour lui, la souffrance vient d'un manque de sens. D'un manque de sens. Et que, en jouant sur le sens, tu peux mieux vivre certaines choses. En fait, en modifiant ce bouton sens, tu peux changer un peu comme si tu changeais le filtre de tes lunettes. Ouais. Et effectivement, le sens aujourd'hui, on est peut-être dans une crise, on est dans une crise de beaucoup de choses, mais on est dans une crise du sens. Moi, j'avais trouvé ça dingue de voir dans une période aussi incertaine que celle d'aujourd'hui, des démissions en masse. Ouais, Pour moi, ça n'avait pas de logique parce que c'était le moment le plus incertain qui soit, où aujourd'hui, même en CDI, ne t'accorde plus un prêt. Et malgré tout, il y avait des gens qui partaient de tous les secteurs. Et en fin de compte, oui, tu l'as très bien dit, et ça ne concerne pas que les soignants. Pour en connaître beaucoup, ma sœur est infirmière, je sais très bien quelle est la situation à ce niveau-là, mais effectivement, où qu'on regarde, je pense qu'on trouve les mêmes choses. Et c'est un tout. Ça s'intègre aussi à notre système. On en revient à chaque fois à ce même socle. C'est ça. Et quand il y a une partie du socle qui déséquilibre, qui est dans le déséquilibre, elle déséquilibre. C'est très juste. J'avais une... c'est pas très positif toutes ces choses, mais... Non, mais... Enfin, c'est positif. C'est juste qu'il y a du boulot. Ouais, mais à la fois c'est réaliste. Ah oui, bah on a besoin de ça, je pense. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut pas, surtout dans une période comme celle qu'on vit, on peut pas être juste en mode non mais tout va bien se passer. Bah, en fait, je pense que pour que tout se passe bien, il faut qu'on revienne à notre système de valeurs. Et à la fois, j'ai été comme toi très surpris de toutes ces démissions et en effet, tout secteur confondu. Mais à la fois, je pense que pour la plupart des personnes, c'était la décision la plus saine à prendre. Et c'est terrible d'en arriver là, mais je pense que c'est que parfois, en fait, ton système de valeurs est tellement source de friction que tu es obligé de lâcher prise. Tout à fait. Et puis, il y a beaucoup de secteurs qui sont soumis à l'accélération des choses, de tout. Et dans certains secteurs, pas plus que d'autres, mais c'est dans certains secteurs où ça va déjà vite, bah, ça devient trop rapide. Cette histoire de vitesse, je la mets peut-être hors contexte là, rapidement, dans le livre Stolen Focus de Johann Hari, qui est extraordinaire. Il parle du fait que tout s'accélère aujourd'hui, et ils ont même fait des études qui sont assez bluffantes sur le fait qu'aujourd'hui, comparé à 1960, on parle 10% plus vite. Tout va plus vite. Et
Et il disait aussi que du coup, le ralentissement, parce que cette accélération causait des troubles d'attention, le ralentissement en ramenait. Et qu'en fait, le ralentissement, pourquoi le ralentissement? C'était pas le ralentissement pour le ralentissement, c'était juste de se remettre à une vitesse qui est à l'échelle humaine. Mhm. Et pour moi, par exemple, il y a beaucoup de gens, là dans ma tête, j'ai quelqu'un qui bosse au rayon blanc d'un hypermarché et qui replie des pulls sur une pile. Et bah concrètement, aujourd'hui, c'est le genre de gens que j'ai toujours en affection pour avoir travaillé un petit peu, du moins pas loin d'eux. Et ben je replie toujours tout ce que je trouve, tout ce que... Et je pense qu'aujourd'hui, on est poussé à moins agir comme ça. Mhm. Et dans certains métiers, par exemple, tu disais la vocation ne t'amène pas forcément tout accepter. Ouais. Je sais aussi quel est le comportement des gens en salle d'attente de services d'urgence, par exemple. Mais pas que aux urgences. Enfin, bref, je sais à Ouais. quoi sont confrontés les soignants et effectivement, tu peux aussi comprendre ça. Mhm. Aujourd'hui, on a un petit peu. Ouais, pour moi, il y a cette espèce de loi comme une loi de la physique qui nous amène vers l'expansion, vers l'accélération. Et en fin de compte, il faut qu'on soit actif Mhm. dans le fait de ralentir. Parce que en fin de compte, si on bouge pas, même en étant conscient, on aura beau y penser, en parler, on se fera entraîner par l'élan. Non, non, et c'est juste que tu le rappelles et justement tu fais la transition parfaite avec la question que j'avais envie de te poser par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que toi, tu es entrepreneur. Et souvent, c'est pas du tout lié. C'est-à-dire le fait de ralentir, d'être un peu en slow living, même minimaliste avec ta définition, c'est-à-dire se débarrasser du superflu, etc. Je trouve que parfois, l'entrepreneuriat est vraiment très en lien avec presque un burn-out, Ah bah le beaucoup trop plein. d'heures, le trop-plein, etc. L'entrepreneuriat, ça peut aussi avoir un côté très bling-bling quand on en parle. Et justement, toi, comment tu le vis et comment est-ce que toutes tes valeurs, tout ce que tu nous partages depuis le début de l'épisode s'intègre là-dedans? Moi, ça m'a toujours fait rire. Tu sais, pour la thématique des habitudes, des Mm. routines, on a, ça va toujours plus loin. On a ma routine 5h30, ma Oui, routine 5h, ma tout à routine fait. 4h30. Et ça Ouais. s'arrête jamais. Et pour moi, dans l'entrepreneuriat, il y a eu les mêmes choses avec ce mythe du quitte ton 9-17, la liberté, tout ça, etc. Ça avait l'air logique quand on nous le dit, et surtout avec l'enthousiasme qui est associé. Sauf qu'en fait, personne n'a jamais quitté son 9-17 pour travailler moins. C'est pas possible. Mhm. Faut, faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, faut hériter pour faire ça. C'est pas possible. C'est Ouais. absolument pas possible. Et encore, je suis même pas sûre. C'est- Et depuis que je suis plus salarié en CDI, j'ai plus de samedi, de dimanche, ma notion de jour off, elle est devenue très floue. Ma notion de vacances, j'en parle pas. Et j'aime ce que je fais, j'adore. Et de toute manière, si je suis tout seul sur une île déserte, je prierais pour trouver un peu de wifi quelque part pour écrire un article, tu vois. Ouais. Mais dans tous les cas, euh, l'entrepreneuriat, effectivement, de base, c'est se mettre au volant d'une Formule 1, alors qu'on... Donc comment dire, si on cherchait la lenteur, on s'est planté, quoi. On Mhm. s'est grave planté. Après, il y a quand même moyen d'élaguer. Gwené, incroyable là-dessus, elle arrive toujours à faire peu, mais le truc qui fait que comment dire, que ça marche et que ça crée un résultat. Moi, je suis l'inverse. J'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup, et puis on verra. Mais Mhm. il y a moyen, pour le voir, du coup, au quotidien, d'arriver à choisir ses batailles. Je Mhm. pense que c'est ça, choisir ses batailles. Et le truc qui est dur, c'est que quand on est à son compte, ben on se dit, je vais tout faire, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Donc c'est pas évident. Et donc c'est un effort, pour moi, encore une fois, un effort, parce que si on est passif face à ça, effectivement, c'est le burn-out. Mhm. Donc c'est une autre partie du socle, une autre partie du système qu'il faut travailler, qu'il faut prendre le temps d'éditer manuellement et de dire ok, je vais créer certaines limites, certains créneaux pour du travail très actif, de la place pour X projets, et puis avoir du coup exactement comme on serait face à un objet pour le minimalisme, être
face à une des possibilités pour son entreprise. Et justement, l'article où vous parlez du tri pour les objets, on pourrait l'utiliser pour l'entrepreneuriat, réussir Ouais, ouais. Le filtre est un peu pareil. Se demander quelle est la fonction Ouais. quelle est la fonction de l'objet, donc quelle est la fonction de ce que je suis sur le point Mhm. d'entamer. Est-ce que je me lance dans un truc qui m'a plu quand je l'ai vu suggéré dans une vidéo YouTube ou quand on m'en a Mhm. parlé, mais est-ce que je suis allé au bout et est-ce que cette fonction m'intéresse réellement? Est-ce qu'elle en a une? Des fois, il y a des trucs qu'on va faire qui n'ont pas de C'est vrai. fonction. Est-ce que je suis pas en train, et ça, tout, même par exemple, le minimalisme pour le minimalisme. Eh ben, tu peux aussi gérer ton entreprise pour gérer ton entreprise. Tu peux te retrouver Mhm. à plus passer de temps dans ta gestion de ce que tu vas faire que dans le faire. Ouais. T'es fan de Notion, je le sais. Mhm. Notion, je trouve, c'est un danger quand t'aimes bien Notion parce que tu pourrais en fait passer ta vie à éditer ton Notion et Mais sans après, je réellement pense, t'en servir pour c'est ce tout qu'il est à fait censé. vrai. Moi, alors ça, je suis fan. C'est un outil que j'utilise au quotidien. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vraiment vu le piège que tu décris. Et c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai arrêté d'éditer. Il est très moche, mon Notion. Mais vraiment, non, mais tu vois, il y a pas de, j'ai pas de problème là-dessus. Jamais je pourrais vendre des templates Notion comme certains youtubeurs font. Et jamais j'en ai acheté non plus parce que finalement, j'en ai pas l'utilité. Moi, en fait, la seule chose que je trouve super pratique dans ce système, c'est que ça me permet d'organiser un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça me permet d'avoir un système. Et là, en plus, récemment, j'ai découvert un truc que je pense existe depuis très longtemps, mais pour dire à quel point je suis pas assez geek là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super pour juste classer. Moi, tu sais, je pense à des choses qui sont un peu grosses, du genre j'ai des gros projets, mais tous les gros projets, ils se divisent en petits projets. Et moi, je peux avancer qu'en petits projets, sinon je suis trop démoralisée, je sais pas comment dire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était tout à fait possible d'avoir mon gros projet, ensuite mes petits projets. Et ça, en fait, ça m'aide énormément, mais comme tu le dis très bien, c'est-à-dire que dès qu'on on a un... Je sais pas comment dire, dès qu'on commence à avoir une application pour gérer sa vie, qui commence à prendre plus de temps à gérer l'application que tu gères ta vie, c'est qu'à un moment, il y a un problème. Exactement, c'est comme le bullet journal, tu vois. Le bullet journal, il Exactement. y a plein de gens qui m'ont dit quand je leur en parlais, ah non, mais j'ai pas le temps. Et dans ma tête, je me dis, oui, mais ce truc est censé t'aider à gagner du temps, en fait. Mhm. Mais là, il y a quelque chose qui est né du bullet journal, qui a été pensé par quelqu'un qui avait des troubles de l'attention et qui s'est créé un outil qui lui a sauvé concrètement Mhm. son système d'organisation et sa productivité. Il y a un outil pragmatique et maintenant il y a presque, je dirais, une catégorie dans l'art créatif, dans les travaux Tout créatifs, à quoi. fait. Et en fait, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, Exactement. l'article le plus lu sur notre blog, c'est le guide du bullet journal minimaliste. Mhm. Et il est trouvé, je regarde, par des gens qui tapent bullet journal simple, Mhm. bullet journal rapide. Et effectivement, euh, plus t'en as, plus t'en uses, je pense. Et du coup, le mieux, c'est d'en avoir peu. C'est d'en Non, mais avoir c'est peu, ça. d'avoir quelque chose de simple. Et d'avoir aussi cette sorte de discipline pour te dire, bon, non, je suis quand même là pour bosser. Tu allumes Notion pour savoir ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu dis, ah oui, ça fallait que je le place là et tout. Faut que tu te dises que c'est 3 minutes, quoi. Sinon, C'est ça. Mais bon. sinon, c'est pas possible. Enfin, Mais moi, je sais, on, c'est là. Vas-y, vas-y, je t'en prie. vas-y. Non, non, mais Euh, j'allais te dire, moi j'ai juste fait mon tableau, et puis une fois qu'il est fait, je n'y touche plus. De temps en temps, je réorganise deux ou trois trucs. Grosso modo, ça m'a pris, je pense, une demi-heure, tu vois, pour classifier. D'abord, papier, crayon. Je pense qu'on fait 1 heure en tout pour vraiment réfléchir à quelque chose qui me convient. J'ai fait ça en août. On est en... Je ne sais pas si je donne la date. Si je donne la date, on est fin novembre. Je n'y touche plus. Enfin, tu vois, je n'y ai jamais plus ouais, ouais, ouais. retouché. Euh, pour moi, tu as réussi quelque chose qui est pas évident. Qui est pas évident et qui nous guette un peu tous, puisque concrètement, les objets sont là pour nous attirer et nous capter. Souvent, ce que je dis, c'est que dans nos salons, il se joue une bataille pour notre attention, Hmm. qu'il y a beaucoup d'objets qui la réclament, et que ces objets, euh, rien n'est anodin. Le moindre composant de l'objet, esthétique comme fonctionnel, a été pensé pour gagner cette bataille de l'attention
contre les autres objets de notre salon. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour Notion, c'est vrai pour à peu près tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que le minimalisme est intéressant. C'est Carrément. qu'il nous épargne une fatigue. Sur le blog, toujours, j'ai beaucoup écrit sur le sujet. Sur le blog, on a un article qui est pourquoi faire du tri peut éviter la surcharge, la fatigue à la maison. Parce que, Mm. en gros, il y a un concept qui est celui d'affordance. L'affordance, c'est l'action suggérée par l'objet. C'est-à-dire que notre environnement, il n'est pas fait d'objets, il est fait Mhm. d'objets et des actions qu'il nous suggère. Par exemple, en voyant cette tasse, je suis droitier, elle est orientée sur ma droite. L'affordance principale, l'action principale, c'est prendre la tasse comme ça, parce que j'ai lance. Oui, ok. Il y en a une autre qui est prendre de la main gauche, mais vu que je suis droitier, elle est plus basse, elle est presque transparente. Et il y en a pas vraiment d'autres. Si la tasse avait été comme ça, là, ce serait, ne serait-ce que là, j'aurais créé une petite fatigue parce que j'aurais eu l'affordance de prendre comme ça, de faire ça, de la prendre main gauche, Mhm. etc. Si il peut y avoir des déclinaisons qui s'ajoutent, ne serait-ce que par l'inclinaison de ma tasse. Imagine du coup une tablette, une télé, Netflix, un Ouais, téléphone. bien sûr. Et en fin de compte, on est bombardé de tout ça et le minimalisme t'aide aussi à cligner, à te protéger. Parce que ça, c'est indépendant de ta volonté en fait. Mhm. C'est indépendant de ta volonté. C'est comme ça que ton cerveau voit l'objet. Il voit les potentielles actions possibles. Euh, et donc, ben, tu te protèges. C'est comme si, en gros, dès que tu étais entouré de trop d'objets, tu faisais toi-même un énorme trou dans la Mhm. coque. Tu vois? Et donc, petit à Ouais, bien petit, tu sûr. allais commencer à couler. Et c'est pour ça que il y a des gens qui vivent très bien comme ça. C'est absolument pas mon cas. Mm. Rentrer dans une pièce très, 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 très chargée me fatigue. Mhm. Ça fatigue, mais très vite, quoi. Mais en fait, ça s'explique très bien. Et donc, aujourd'hui, on est, on doit faire un travail là-dessus. On doit en être conscient, faire un travail là-dessus. On peut en parler justement pour le côté minimalisme à la maison. On peut en parler pour le côté justement entrepreneuriat minimaliste parce que tu peux être euh, tenté de t'équiper de pas mal d'objets, de pas mal de C'est clients, vrai. de logiciels, je dirais, ou de Mhm. choses qui t'aident à faire ceci ou cela. Et après, tu te fais piéger parce que tu vas utiliser la fonctionnalité de l'objet. C'est pas tu as un problème, tu vas utiliser l'objet parce qu'il a cette fonctionnalité et qu'il répond à ton problème, c'est tu vas utiliser la fonctionnalité de l'objet. Mhm. Et là, ça devient problématique. Ça devient problématique. C'est clair. Mais c'est vrai que toi, tu vois, tu parles de bullet journal minimaliste. Moi, je l'appelle, je suis pas très gentille, je l'appelle mon bullet journal moche. Mais parce que, tu vois, il est pas du tout fancy comme tous ceux où... Mais après, j'admire, je trouve ça très beau. Et je pense C'est que ouais. si je voulais l'utiliser, tu vois, plus comme un côté, tu vois, un défouloir un peu créatif ou une petite œuvre d'art, je pense que vraiment, je me lancerais dedans. Mais je l'utilise, comme tu le dis bien, pour juste simplifier un petit peu ma vie, être un peu plus consciente aussi de certaines choses. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des alternatives. On n'est pas obligé d'avoir plus pour être mieux, quoi. Complètement, complètement. Comme pour le journaling, comme pour les trackers, Mm, on peut faire des choses simples et en fait être mieux. Justement, on n'a pas besoin, comme tu dis, on n'a pas besoin de plus, mais on peut même carrément profiter du moins. c'est ça. Et je pense que c'est là une très très belle façon de conclure cet épisode. Tu as donné énormément de sources, donc on attend tout ça, tous les articles de blog, parce que je pense que ça doit être des mines d'informations extrêmement importantes. Donc on vous mettra tout dans la barre d'infos pour pouvoir tout retrouver. Est-ce que tu aurais envie de partir en nous partageant soit une anecdote, soit une citation, je sais pas. Est-ce que un petit dernier cookie Hmm. pour la route serait bien. Ah, difficile. Difficile parce que j'en ai trop en tête. Allez, soyons Euh, minimalistes. soyons... Et là, paradoxe du choix, tu vois. Ben Je ouais. suis frisé. Trop de choix. Non, on a parlé de Viktor Frankl. Je pense que je Mm. vais aller un petit peu. Je vais prendre du recul. Ouais. Étant donné qu'on a parlé un petit peu des valeurs, du monde moderne, de comment, dans quel cadre le minimalisme s'inscrit, dans tout ça, dans quel cadre je veux faire plus de choses dans ma journée ou mettre en place des habitudes, dans quel cadre ça s'inscrit dans une vie
aujourd'hui est un petit peu différente qu'il y a un petit moment. Viktor Frankl disait, si tu n'es plus capable de changer une situation, il t'est demandé de te changer toi-même. Et ça peut être cette idée justement de la recherche de sens, de la recherche des valeurs et d'être en accord avec tout ça. Et ça ouvre beaucoup de portes en fait. Non, c'est vrai. En tout cas, ça fait écho à beaucoup de choses. Merci beaucoup Rémi, c'était extrêmement riche. Je pense que là, vous allez avoir de quoi prendre des notes et réécouter le podcast. Merci beaucoup. Prochaine fois, du coup, je te laisse transmettre l'information à Gwen. Il nous faudra Gwen pour savoir comment est-ce qu'elle arrive à avoir ces petites tâches qui font beaucoup, beaucoup d'effets. Parce que ça, c'est quelque chose que je pense que moi, j'aimerais beaucoup apprendre. Donc avec plaisir pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous partager aussi vos retours. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Salut. Salut.